Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 14 avril. À la veille du scrutin présidentiel en Algérie, il ne reste plus qu'un seul candidat, M. Bouteflika. Les 6 autres ont décidé de se retirer en dénonçant des fraudes. Nous serons en direct d'Alger avec Thierry Tulier et M. Mouloud Amrouche, ancien Premier ministre, l'un des 6 candidats qui dénoncent la fraude. Au Kosovo, on ne sait plus combien de personnes sont déplacées ni où elles se trouvent selon le HCR ou l'OTAN. Reportage inédit au Kosovo de notre envoyé spécial Maris Burgo. Et puis à Bruxelles, réunion du Conseil européen, le président Chirac fait une proposition et le secrétaire général de l'ONU Kofi Annan pourrait reprendre l'initiative. Nous en parlerons avec Christian-Marie Monod. C'est donc demain que les électeurs algériens étaient convoqués pour un premier tour d'élection présidentielle. À la veille de ce scrutin, 6 candidats sur 7 ont décidé de façon spectaculaire de se retirer en dénonçant des fraudes. C'est le processus démocratique qui semble remis en cause désormais. Récit de cette journée avec Richard Binet. Nous décidons notre retrait collectif des élections présidentielles et la non-reconnaissance de la légitimité des résultats de ce scrutin. Ils sont presque tous là, les 6 rivaux de Bouteflika, le grand favori des élections présidentielles, considéré par nombre d'Algériens comme l'homme des militaires. Cet après-midi, ils décidaient en bloc leur retrait de la course à la présidence et de ne pas reconnaître la légitimité du scrutin. Dès ce matin, les 6 hommes, Ahmed Talem Ibrahimi, le candidat soutenu par l'ex-fils en tête, avait demandé une audience d'urgence au président Lamine Zeroual. Audience immédiatement rejetée. Les 6 candidats entendaient le convaincre d'annuler pour fraude massive les opérations de vote entamées dès samedi à l'étranger dans les casernes et dans le Grand Sud pour les nomades. À l'appui de leurs accusations, le porte-parole du Front des Forces Socialistes, le porte-parole Haït Ahmed, a brandi devant les caméras ses bulletins de vote tamponnés par l'administration qui ne devraient être disponibles dans les bureaux que demain. Le silence des radios et des télévisions d'État montre l'embarras du président Zeroual. En reportant les élections, il admettrait implicitement l'existence de fraude. En poursuivant le processus, il ne proposerait aux Algériens qu'un seul candidat, comme aux plus belles heures du monopartisme. En France, les ressortissants algériens pouvaient voter depuis samedi. Ils le faisaient peu, l'abstention était importante, mais ils restaient très à l'écoute de la campagne électorale. Voici quelques-unes de leurs réactions recueillies en fin d'après-midi en France après l'annonce du retrait de 6 candidats sur 7. Reportage Christophe Kulikowski, Yannick Aroussi et Raymond Chaplard. À voter, mademoiselle. Ils continuent à voter sans savoir qu'il ne reste plus depuis 1 heure qu'un seul candidat, Abdelaziz Bouteflika. À la sortie de l'isoloir, nous leur apprenons la nouvelle. Voilà. Monsieur Kasmi a voté. Je sais pas quoi vous dire, franchement je sais pas quoi vous dire. C'est malheureux quoi. On est parti pour voter, pour espérer d'avoir une chance quoi, pour le peuple. Je pourrais pas vous dire sur le... Dans la paix. Les représentants des candidats qui se sont retirés viennent eux aussi d'apprendre la nouvelle. Nous nous retirons des élections officielles. Pour quelle raison? Il se trouve que voilà, il y a fraude. Le résultat était déjà prévu à l'avance et que pour le premier tour, ils allaient le faire passer avec une fraude massive et donc on ne veut pas cautionner, une telle et crédibiliser une telle élection. La représentante du dernier candidat en lice refuse de réagir à visage découvert pour des raisons de sécurité, dit-elle. Je suis très surprise. Nous, on n'a rien reçu comme information en fait. Et je pense que l'objectif des partis était de saboter ces élections. C'est une manière de détourner le choix du peuple algérien, parce qu'il a déjà fait son choix. Merci et puis au revoir. Et oui. C'est ce que j'ai à dire. À Marseille aussi, le vote continue pour ceux qui ne savent pas encore. Monsieur a voté. Je sais pas, je me demande à quoi ça sert de voter alors, s'il reste un candidat et qu'on n'a pas le choix, donc je sais pas à quoi ça sert quoi. Pourtant, pour YB, journaliste algérien réfugié en France, la démission en bloc des 6 candidats est une preuve d'union de l'opposition et même le signe d'un renouveau politique. C'est le début de quelque chose qui me donne envie d'espérer. Mais c'est une crise politique réelle. Mais derrière le nuage de cette crise, il y a un coin de ciel bleu qu'on pourrait appeler démocratie. Mais je crois que ça reste encore une longue patience. Mais là, on a une amorce réelle, comme on n'en a jamais eu jusque-là. En France, ce sont près de 680 000 Algériens qui étaient appelés à voter depuis samedi dernier.
En direct d'Alger, Monsieur Mouloud Amrouche, ancien Premier ministre, vous faites partie de ces candidats qui ont renoncé au dernier moment. Alors Monsieur Amrouche, pourquoi avoir attendu jusqu'au bout de faire ce geste, puisque apparemment tous les jeux étaient faits, c'est ce que disent même vos militants? Écoutez, nous avons, vous le savez très bien, depuis quelques semaines déjà, depuis le départ, on a tenté de créer le fait accompli et d'organiser des élections fermées. Nous avons réussi chaque fois à déjouer ces pièges et à bloquer cette machine. Chaque fois que le pouvoir a donné des indices d'une reculade, mais en réalité ce n'était que tactique, chaque fois il a inventé d'autres méthodes, d'autres mécanismes. Et il vient de le prouver hier en interdisant nos représentants de suivre les bureaux itinérants et en interdisant nos représentants d'accéder aux bureaux de vote spéciaux. Monsieur Amrouche, vous êtes, je le rappelais aux téléspectateurs français, ancien Premier ministre d'Algérie, vous connaissez bien les arcanes du pouvoir, donc vous n'êtes pas surpris par ces fraudes? Le problème, ce n'est pas d'être surpris ou pas. La question qui se pose aujourd'hui en Algérie, c'est ce déni flagrant de reconnaître aux Algériens le droit de choisir leur président et de choisir le programme qui leur convient. C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Elle est plus grave, elle est plus importante que la fraude elle-même, autant que technique. Monsieur Bouteflika, le seul candidat en lice, doit-il se retirer? Je n'ai aucune idée. Le fait que pour nous, il n'y a plus d'élections à partir du moment où les candidats qui étaient en liste, qui étaient en compétition, ont décidé de se retirer de cette compétition. Il n'y a plus de compétition, donc pour nous, il n'y a plus d'élections. Est-ce que la pire position pour un homme politique comme vous, ce n'est pas justement de laisser la chaise vide, de se retirer, de ne pas combattre jusqu'au bout? La pire position aujourd'hui, c'est de trahir ce mouvement fort qui vient de se créer à travers le territoire national depuis 3 ou 4 semaines, qui revendique avec force un changement radical dans le pays, un changement du système de pouvoir, un peu plus de pouvoir des citoyens sur pour le contrôle du pouvoir et de son exercice. Paradoxalement, est-ce que cette décision de retrait ne va pas précipiter peut-être un peu plus de démocratie, ne va pas faire réfléchir et le pouvoir et la population? De mon point de vue, c'est un progrès énorme. Aujourd'hui, les Algériens et les Algériennes ils sont avertis des intentions du pouvoir. Une fois de plus, on vient de découvrir que les engagements du président de la République et des chefs d'état-major de l'armée ne signifient absolument rien dans un pays qui en dérive depuis plus de 7 ans. Et aujourd'hui, la population est avertie, elle sait en quoi s'en tenir. Souhaitez-vous que ce soir, le président Zerwal, qui doit intervenir dans 1 heure, annule les élections de demain? En tout état de cause, sa responsabilité reste totale et entière, quel que soit le centre d'élaboration des décisions des autres institutions, il reste le seul apte à prononcer ces décisions et la meilleure des choses à faire aujourd'hui, c'est de reporter ces élections à plus tard. Mais s'il y a d'autres élections, quelles sont les garanties que vous demanderez pour que celles-ci soient réellement démocratiques? Il est clair qu'on demandera d'autres garanties. On proposera d'autres mécanismes de contrôle pour permettre à notre population de s'exprimer librement et choisir librement son président. Merci Monsieur Amrouche, vous étiez en direct d'Alger. Ce qui vient de se passer en Algérie rappelle toutes les difficultés de la mise en place d'une véritable démocratie. On se souvient de l'intervention de l'armée alors que les représentants islamiques du FIS étaient en train de l'emporter dans les urnes. Rappel et explication avec Bernard Lebrun. Sur le banc des accusés, aujourd'hui comme hier, l'armée et l'ensemble des corps constitués de l'État, placés sous le contrôle des généraux, seuls véritables dirigeants du pays. Comme le veut la tradition, les militaires votent toujours les premiers, 2 jours avant le scrutin. Et dans le contexte actuel, cela aura suffi pour que les soupçons de fraude et de bourrage des urnes gagnent l'opposition. L'armée dans les rues d'Alger. L'armée qui ouvre le feu contre les militants du FIS au pied de la Casbah. C'était en janvier 1992. Déjà, le processus électoral lancé par le très réformateur Chadli Benjedid allait s'interrompre. Raison invoquée par les militaires. L'inacceptable succès dès le premier tour du Front islamique du salut, plus de 47% des voix. L'état d'urgence est proclamé et un haut comité d'État dirige le pays. À sa tête est placé Mohamed Boudia, 72 ans. Mais ce dernier est assassiné par l'un de ses gardes du corps 5 mois plus tard. L'Algérie plonge alors dans des années de haine et de massacres. Ancien général et ministre de la Défense, Yamin Zerwal prend le pouvoir en janvier 1994. Il ne sera élu président qu'en novembre 1995.
Après avoir tenté en vain d'ouvrir le dialogue avec le Front islamique du salut, il soutient le clan des éradicateurs. L'aile militaire du fils, l'armée islamique du salut, puis les GIA répandent la terreur dans l'Algérois et la Mitidja en massacrant les villageois isolés. Bentala en 1997, Relizane en 1998, village martyr. Une guerre civile qui, selon les sources, fera de 70 000 à 100 000 morts, essentiellement parmi les populations rurales. Enfermés dans leurs casernes pendant les premiers massacres, les forces armées sortent enfin sur le terrain pour mener de véritables assauts contre les maquis islamistes. La parole est aux urnes. Durant l'été 1997, Yamin Zerwal choisit l'apaisement, libère Abbassi Madani et organise les premières élections législatives depuis 1991. Le vieux FLN s'est muté en RND et ce Rassemblement national démocratique, véritable parti présidentiel, emporte évidemment la victoire. La déception est immense. Les partis d'opposition protestent en vain pendant des semaines contre la fraude électorale. Alors, quand Yamin Zerwal, le 11 septembre 1998, annonce par surprise sa démission et de nouvelles élections présidentielles anticipées, tous les candidats de l'opposition réunis, des socialistes aux islamistes, préviennent. Au premier constat de fraude, ils se retireront. Aujourd'hui, ils ont tenu parole. Alors Thierry Tuillier, quid du processus électoral maintenant à Alger et quid aussi peut-être de la démocratie? Vous le savez, en fait, ce soir, c'est une situation politiquement totalement inédite, puisque, en fait, on peut penser qu'il y a un problème juridique qui se pose, à savoir qui peut décider aujourd'hui de l'annulation, voire du report du scrutin. Mais en fait, ici, tous les observateurs à Alger estiment qu'en fait, le problème est entre les mains du seul Yamin Zerwal, le président de la République, qui doit s'exprimer dans un peu moins d'une heure. Et son allocution est évidemment très attendue. Tous les scénarios sont possibles, y compris en fait celui de la poursuite du processus électoral. Demain, les bureaux de vote pourraient ouvrir à Alger et dans tout le pays. Et effectivement, il pourrait y avoir 7 bulletins de vote avec en réalité un seul candidat présent, Abdelaziz Bouteflika, avec les seuls observateurs de ce candidat. Et vous imaginez bien évidemment le résultat, ce serait une élection à un tour, une élection évidemment facile, mais totalement discréditée en fait. Et c'est évidemment une période de totale incertitude qui s'ouvre et on pense tout de suite à la situation de décembre 91 lorsque, entre les deux tours, il y a eu une interruption du processus électoral par intervention de l'armée. Merci Thierry. L'actualité du Kosovo, c'est d'abord cette impossibilité reconnue aujourd'hui par les représentants de l'OTAN comme ceux du Haut Commissariat aux réfugiés de savoir très précisément où se trouvent les réfugiés et combien sont-ils à l'intérieur de la province du Kosovo. Une équipe de France 2 avec Maryse Burgot, Gilles Jacquier et Fabien Briand a pu se rendre pendant plus de 2 jours à l'intérieur des frontières du Kosovo. Voici leur reportage, leur rencontre de villageois déplacés dans des conditions terribles, mais aussi de militants séparatistes de l'Utcheka. Ils sont presque arrivés. Ces Albanais viennent de marcher pendant plus de 3 jours. Nous avons entrepris de remonter ce long chemin qu'ils viennent d'emprunter. Eux arrivent au Monténégro, nous nous dirigeons vers le Kosovo. Au début, le chemin est assez praticable, puis c'est la moyenne montagne. Les heures passent, les colonnes d'hommes, de femmes et d'enfants avancent en silence, ou presque. On ne se plaint pas beaucoup, chacun sait ici qu'il n'y a pas d'autre choix que d'avancer. On est mort de fatigue. On ne peut même pas s'arrêter pour dormir. On a traversé toute la forêt, moi j'en peux plus. Ils marchent parfois par petits groupes, chaque famille avançant à son rythme. Car ils n'ont abandonné personne. Ceux qui ne peuvent pas marcher sont aussi de cet incroyable voyage. Nous sommes maintenant au Kosovo.
Beaucoup d'Albanais, effrayés par le chemin qu'il faut prendre pour atteindre le Monténégro, ont décidé de s'installer dans les montagnes. Des campements sauvages par centaines où la vie s'organise. La guerre est à moins de 3 km à vol d'oiseau, mais les enfants l'ont déjà oublié. Les adultes, eux, se font beaucoup de soucis pour les jours à venir. Nous, on arrive faire encore une semaine, ou bien 2, pas plus. Je n'ai pas de manger, je n'ai pas de rien du tout. Beaucoup des enfants, il y a malades, il y a tout. De l'eau, ils sont plus loin. Du pain, il n'y a pas... Comme ça. Du sommet des montagnes, nous apercevons les premiers villages bombardés par les Serbes. Les Albanais en fuite regardent de loin leur vie s'envoler en fumée. Jablanica, Novo Selo, Radovac. Cet homme énumère les noms des villages aujourd'hui en flammes. Pour descendre vers la plaine, il faut courir pour éviter les snipers serbes embusqués dans les montagnes qui, selon des témoignages recoupés, tirent sur les réfugiés. Jablanica, un village tenu par les hommes de Lučeka. Les combattants mais aussi les sympathisants passent leur soirée à étudier l'état des forces sur le terrain. Le moral n'est pas vraiment bon. Les Serbes sont en train de prendre village après village toute la région ouest du Kosovo. Le lendemain matin dans cette ferme, un vieillard est en larmes. Il implore qu'on ne l'oublie pas lorsque les Serbes arriveront. 2 heures plus tard, les prémonitions du vieil homme se vérifient. Les Serbes viennent de lancer une large offensive. Ils seront à Jablanica dans moins d'1 heure. Nous quittons le village avec les derniers habitants. Les paysans relâchent tout leur bétail. La plupart des familles ont rempli des charrettes pour essayer de sauver ce qui leur appartient, mais comme des milliers d'autres, ils laisseront tout en chemin. Cette vieille femme explique qu'elle reste, elle ne veut pas aller dans la forêt. Les hommes, les femmes et les enfants de Jablanica fuient les bombardements et débutent leur voyage vers le Monténégro. En route, ils croisent les jeunes combattants de Lučeka. Et même s'ils ont du mal à l'avouer, ces hommes sont bel et bien en déroute. Ils disent n'avoir plus de munitions, plus assez de vivres. L'armée de libération du Kosovo est en train de perdre l'ouest du pays. Je ne veux pas reconnaître que ces territoires sont perdus. Tout ça, c'est stratégique. On recule pour l'instant pour protéger nos civils. Sur le chemin du retour, notre téléphone satellite permet à quelques réfugiés installés dans des campements de parler à leur famille en Europe. Plus tard, il y aura à nouveau la neige, le brouillard et le froid. À 19 h hier soir, ces gens étaient encore en pleine montagne. Ils ont certainement passé la nuit sans abri et le plus souvent sans nourriture. Ils arriveront demain au Monténégro. Alors Maris Burgo, pour nous adresser ce reportage, vous êtes retourné au Monténégro, vous êtes à Podgorica ce soir avec Gilles Jacquier et Fabien Briand. Vous venez de nous montrer ce qui se passe dans les montagnes du Kosovo. Quelle est la situation, autant que vous ayez pu l'apprendre, de l'ensemble des réfugiés dont on ne sait pas très bien le nombre d'ailleurs actuellement?
Eh bien écoutez, d'après des chiffres que nous avons eus aujourd'hui, il y aurait en ce moment 18 000 Albanais dans la montagne entre le Kosovo et le Monténégro. 18 000, c'est un tiers de la population de l'ouest du Kosovo. Comme vous l'avez vu, ces gens sont dans une situation extrêmement difficile. Les associations humanitaires ne sont évidemment pas au Kosovo. Elles le seront peut-être un jour, mais certainement pas pour l'instant. Et vous savez, lorsque ces gens arrivent au Monténégro, leur situation est encore assez difficile puisque nous sommes ici à l'intérieur de la fédération yougoslave et c'est pour cela que les associations humanitaires sont ici assez peu nombreuses, en tout cas si l'on compare à la situation en Macédoine ou en Albanie. Ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que lorsque l'on arrive au Kosovo, on a l'impression d'assister à une toute autre guerre. Pas celle que livre l'OTAN tous les jours avec ses bombardements sur la Serbie, non. Une autre guerre, cette fois sur le terrain, au sol, avec des combattants de l'Utcheka qui se battent contre les Serbes, mais qui visiblement n'y arrivent pas vraiment. En tout cas, c'est ce que nous avons pu voir dans l'ouest du pays. Il est évident que les troupes serbes avancent de plus en plus dans l'ouest du Kosovo. Maris Burgo, il y a une scène dans votre reportage qui est tout à fait terrible. C'est cette femme qui décide de rester dans sa maison. Beaucoup tentent de rester malgré la peur qu'ils ont de l'armée serbe. Non, lorsque nous avons quitté le village, il était véritablement désert. Les choses se sont passées très vite, donc on n'a pas eu le temps de comprendre vraiment pourquoi cette femme restait. En tout cas, c'est clair qu'elle restait, mais la plupart des gens partent. Les villages sont véritablement déserts. Il n'y a pas d'autre solution pour ces gens que de partir. Merci Maryse. Pour l'aspect diplomatique et la relance d'éventuelles discussions ou négociations, les Européens étaient réunis aujourd'hui à Bruxelles. Ils avaient confié M. Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, montrant ainsi leur volonté de réintroduire les Nations Unies dans toutes les actions diplomatiques futures. Alors Christian-Marie Monod, pour l'instant, est-ce que vous avez pu faire un premier bilan de cette réunion du Conseil européen? Notamment, il y avait un plan allemand de paix possible. Tout à fait, Claude. L'Allemagne, qui assure, comme vous le savez, la présidence de l'Union européenne, a donc pris l'initiative diplomatique et en présence, comme vous l'avez souligné, du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. C'est la première fois qu'un secrétaire général des Nations Unies assiste à un Conseil européen exceptionnel. La proposition allemande tient en 3 points. 3 points. Le premier, tout d'abord, c'est le retrait des forces serbes du Kosovo. Second point, la mise en place d'une force internationale. Troisième point, enfin, l'installation d'une administration provisoire. Cette initiative diplomatique européenne, la première du genre, et pour le moins originale, devrait être soumise à Kofi Annan, qui devrait la proposer aux Russes. La France, de son côté, a souhaité que cette administration provisoire soit sous l'autorité de l'Union européenne, car après tout, a rappelé le président Jacques Chirac, le Kosovo se situe en Europe, au sud-est de l'Europe. On parle moins des Balkans, mais du sud-est de l'Europe. Et le président Chirac a rappelé 2 choses essentielles. L'Union européenne fera preuve de détermination, car il est nécessaire qu'aux forces de l'OTAN s'ajoute l'initiative diplomatique aux dirigeants serbes d'en tirer les leçons. Merci Christian-Marie. En marge de ce Conseil européen, 10 premiers ministres socialistes et sociaux-démocrates, actuellement donc au pouvoir, se sont réunis. Il s'agissait d'essayer de trouver une base commune entre socialistes pour envisager le règlement du conflit au Kosovo. Parmi les participants, vous l'avez vu, outre M. Hollande, M. Jospin, Tony Blair, Gerhard Schröder, mais aussi le Premier ministre grec, M. Simitis, ça c'est M. D'Alema. La Grèce fait plutôt bande à part actuellement face à l'engagement de l'Alliance contre Slobodan Milosevic. Pendant ces débats, la guerre continue. L'aviation des pays de l'OTAN a frappé plusieurs cibles, dont un convoi. Selon le gouvernement serbe, il s'agirait d'un convoi de réfugiés et il y aurait de nombreuses victimes dues au bombardement de l'OTAN. Pour l'instant, à l'OTAN, on dit qu'on enquête sur cette frappe, ce bombardement, ce raid d'aviation contre des réfugiés, donc selon les Serbes. Selon les Serbes toujours, il y aurait au moins 75 personnes de mortes dans ces bombardements. Aujourd'hui, Slobodan Milosevic à Belgrade s'est déclaré favorable à des observateurs civils au Kosovo. Et il a fait une petite sortie publique. Commentaire François Cornet. Alors que la guerre contre la Yougoslavie entre dans sa 4e semaine sous un flot de critiques, Slobodan Milosevic est toujours politiquement debout. Il a accueilli aujourd'hui avec un faste exceptionnel le président bélarusse Alexandre Loukachenko. Cette cérémonie a marqué la première apparition du président yougoslave devant la presse internationale depuis le début des frappes de l'OTAN. On sait que la Yougoslavie a décidé avant-hier, par un vote de son Parlement, d'adhérer à l'union qui lie la Russie et la Biélorusse. Alexandre Loukachenko a déclaré que le président yougoslave était d'accord pour la présence d'observateurs au Kosovo,
mais exclusivement civiles et qui ne viennent pas des pays membres de l'OTAN. Pendant ce temps, les bombardiers décollaient de leur base pour la poursuite de leur frappe sur le Kosovo. Et l'on apprenait effectivement en fin d'après-midi de sources serbes que les avions de l'Alliance auraient attaqué aujourd'hui par erreur un convoi de camions et de tracteurs de réfugiés près du village de Mea au Kosovo, à 5 km de la frontière albanaise, faisant 75 morts et 25 blessés. À Bruxelles, l'état-major de l'OTAN, dans son briefing de l'après-midi, n'a ni confirmé ni démenti. L'agence Reuters confirme, elle, de sources militaires alliées, qu'un raid a bien été mené au Kosovo, mais contre un convoi militaire serbe, et que l'enregistrement de cette attaque serait analysé dès le retour des avions. En attendant, à Washington, on écarte toute trêve des bombardements qui ont à nouveau touché la nuit dernière ce complexe industriel à une centaine de kilomètres de Belgrade, et d'autres cibles en Yougoslavie comme des ponts ou des centrales électriques. Pour les États-Unis, tant que Belgrade n'aura pas cédé, les raids doivent se poursuivre. Et en réponse à cette détermination américaine, Slobodan Milosevic vient de déclarer ce soir à Belgrade que les problèmes du Kosovo, je cite, doivent être résolus par ses propres habitants et non par une quelconque solution imposée de l'extérieur. Après 3 semaines d'intervention militaire quotidienne des forces de l'OTAN, force est de constater que le but recherché par les pays membres de l'Alliance est très loin d'être atteint. Certes, depuis le début du conflit, les porte-paroles de l'Alliance ont répété qu'il faudrait du temps, des semaines, peut-être des mois, disent certains, pour réduire la capacité militaire serbe. Mais la stratégie ou les stratégies suivies par l'OTAN suscitent bien des interrogations. Commentaire Laurent Boussier. C'était il y a quelques jours, en plein centre du Kosovo. Des dizaines de chars serbes manœuvraient devant un général apparemment sûr de lui. Propagande ou fanfaronnade d'une armée yougoslave bombardée quotidiennement par les avions de l'OTAN, ces images ont évidemment fait le tour du monde. Des images gênantes pour l'Alliance Atlantique qui avait fait de l'affaiblissement de l'armée serbe au Kosovo un de ses axes stratégiques. Aujourd'hui, après 3 semaines de frappe, 6000 sorties d'avions de combat, 150 objectifs totalement ou partiellement détruits, le potentiel industriel et économique de la Serbie est très durement touché. Mais le président Milosevic semble plus intransigeant que jamais et l'armée yougoslave moins affaiblie que prévu. Les forces terrestres serbes au Kosovo restent importantes et restent menaçantes. Et je pense que si nous avons ces mouvements de réfugiés que nous évoquions tout à l'heure, c'est bien parce qu'il y a la poursuite d'actions militaires qui sont menaçantes. Pour le général Clark, le grand patron militaire de l'OTAN, qui a demandé le renfort de 300 avions de combat, il y aurait même aujourd'hui davantage de forces serbes au Kosovo qu'au début de l'opération. Une affirmation qui n'étonne pas les experts russes. Dès le début, il était clair que dans les airs, les Yougoslaves ne pourraient rien opposer aux forces de l'OTAN. Quant aux frappes sur leur centre de communication et de commandement, on peut voir maintenant que ça n'a pas eu d'influence sérieuse sur les capacités de l'armée yougoslave d'agir au Kosovo et même d'attaquer l'Albanie. Alors, mauvaise stratégie, mauvaise météo, mauvaise évaluation des capacités de résistance de l'armée serbe, ou impatience devant ces images de réfugiés chassés du Kosovo. Depuis quelques jours, les critiques pleuvent sur l'OTAN. Je pense qu'ils ont débuté avec trop peu d'avions. Ils auraient dû attaquer beaucoup plus fort. Maintenant, ils remédient à cela, mais ça va prendre du temps. Au premier jour, ils pensaient que ce serait rapide, et ce n'est pas le cas. Et ils savent que ce sera une longue campagne. De toute façon, je crois que l'OTAN est impliquée dans cette affaire pour plusieurs mois, peut-être même un an. Certains de sa victoire finale, l'OTAN n'a officiellement aucune stratégie de rechange. Les renforts aériens demandés par le général Clark vont permettre de multiplier les raids et les frappes. À Moscou, le président Yeltsin a désigné son ancien Premier ministre, M. Viktor Tchernomyrdin, comme représentant spécial pour la Yougoslavie. C'est peut-être l'annonce du déclin pour l'actuel Premier ministre Evgeny Primakov. Et puis aux États-Unis, le président Clinton, qui intervient régulièrement pour expliquer l'engagement américain au Kosovo à son opinion publique, intervention encore ce soir où il est dit que les bombardements continueront tant que Belgrade ne cédera pas, dit le porte-parole de la Maison-Blanche. M. Clinton a demandé une rallonge budgétaire urgente et puis le Pentagone prévoit donc des renforts en avions et en personnel militaire réserviste. Correspondance Philippe Gassot avec Ariel Monange.
Washington a décidé de passer à l'étape supérieure en utilisant comme pivot le porte-avions Roosevelt appuyé par un bâtiment français et britannique du même type. Les États-Unis vont encore mobiliser des appareils. L'OTAN en réclame 300 supplémentaires. Ce sont les Américains qui en fourniront le plus grand nombre. Pour soutenir l'effort de guerre, le Pentagone pourrait bien rappeler des réservistes. Ces hommes et femmes qui participent régulièrement à des entraînements, un week-end par mois et 2 semaines par an. Les États-Unis manqueraient notamment de pilotes d'avions ravitailleurs. Tout cela coûte cher si l'on en croit Trent Lott, le chef de la majorité républicaine au Sénat. Le conflit représente de 70 à 100 millions de dollars par jour, 600 millions de francs. Le président, en recevant à la Maison-Blanche les principaux dirigeants politiques, a l'intention de demander au Sénat des crédits d'urgence. L'effort américain accentué sera encore plus coûteux demain. Avec nos alliés, nous sommes unis et d'accord sur ce point. Nous devons rester sur la même ligne et continuer jusqu'à la victoire. Le Congrès soutient traditionnellement ses boys quand ils sont engagés dans un conflit. Bill Clinton ne devrait avoir aucun problème pour débloquer les crédits nécessaires, mais il sait qu'il ne doit pas faiblir dans sa partie de bras de fer face à Slobodan Milosevic. Les Américains, déjà en campagne présidentielle, ne lui pardonneraient pas. Alors avant de nous rendre en Macédoine et en Albanie, rejoindre nos envoyés spéciaux dans les camps de réfugiés, voici visuellement reconstituées par images satellites les conditions géographiques dans lesquelles se trouvent ces centaines de milliers de personnes. À partir de l'Albanie et de Kukes, vous allez le voir, les frontières suivent plusieurs zones montagneuses avec des pics situés pour certains entre 2000 et 2700 mètres d'altitude, ce qui explique les difficultés rencontrées par les réfugiés. Nous sommes donc là en Albanie, nous suivons la frontière. En haut de votre écran, c'est le Kosovo. Et nous passons à Kukes et puis ensuite nous allons rejoindre la Macédoine. En Macédoine, on aperçoit assez vite la vallée de Skopje, la capitale, avec la rivière Vardar. Et un peu plus haut, à l'est, le camp de Blaché, où sont arrivés plusieurs milliers de réfugiés. Ils ont franchi la frontière la nuit dernière, entre 2 et 5 000 dit-on, mais l'armée macédonienne bloquerait actuellement 1 millier de réfugiés actuellement à cette frontière, des réfugiés qui sont soit à pied, soit quelquefois avec des moyens de transport comme des tracteurs. Voilà pour la compréhension du terrain et de cette zone frontalière. À Kukes, en Albanie, nos envoyés spéciaux, Anne Poncinet et Philippe Jasselin, ont écouté des familles qui ont parfois échappé à des situations dramatiques. Mais les témoignages de femmes albanaises du Kosovo confirment les viols. La barrière se lève du côté yougoslave, c'est à peu près le 30e tracteur aujourd'hui. Encore le no man's land à franchir et nous leur poserons les premières questions. D'où venez-vous? Quand êtes-vous partis? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Aujourd'hui, ils étaient nombreux à répondre en pleurant, parce que leur exode a été particulièrement dur. Ce sont eux qui ont été refoulés dans la région de Prizren la semaine dernière sur la route de la frontière et dont on était sans nouvelles. Ils racontent qu'il y en a encore des milliers derrière eux, à pied. Pendant une semaine, ils ont été emprisonnés successivement dans 2 écoles par les Serbes. Dans la première école où ils nous ont amenés, les avions de l'OTAN nous ont survolés. L'armée serbe a commencé à leur tirer dessus. 10 minutes après, ils nous ont attaqués. Qui a attaqué? L'OTAN a attaqué la base serbe et nous on était au milieu. Dans la deuxième école, on était 600 personnes. Il fallait bien qu'on sorte pour faire un peu de lavage. Alors, ils nous tiraient dessus. Ils tiraient dans les vitres aussi. On était obligés de se coucher par terre. Dans ce groupe, les tirs ont fait au moins un mort, un jeune garçon de 12 ans tué dans la cour de l'école. Mais le convoi comportait d'autres blessés, 6 au total, dont 2 ont été évacués vers Tirana. Leur plaie vieille de 3 jours commençait à s'infecter. Ce garçon, qui n'appartient apparemment pas au groupe de l'école, affirme avoir échappé aux Serbes en se sauvant dans la forêt. Ils ont tué mes cousins. Ils ont tué mon beau-père. Mon père était là, il a réussi à s'échapper. Enfin, parmi les réfugiés arrivés cet après-midi, certains viennent de la ville de Prizren. Selon eux, des Albanais du Kosovo sont employés par les Serbes pour creuser la route en vue de la miner. En Macédoine, dans le
camp de Stenkovec. Ce sont les personnels de l'OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui ont pris le relais des membres du Haut Commissariat aux réfugiés, plutôt déficients. Ce sont eux qui gèrent les préparations au départ vers les pays choisis par les réfugiés. Ces derniers n'ont plus de papier. Les militaires serbes ont voulu ainsi concrétiser leurs propos. Aux Kosovars qu'ils expulsent, ils jettent à chaque fois « Vous ne reviendrez jamais ». Reportage Valérie Fourniou, Frédéric Pasquette. Un peu d'encre sur la main en guise de passeport. Cet homme est le numéro 154 à destination de l'Allemagne. Ce marquage est la solution trouvée par les troupes allemandes de l'Alliance pour identifier les candidats au départ. Des réfugiés qui n'ont souvent plus de papier d'identité. Les Serbes sont venus chez nous pour nous sortir de la maison. Ils ont menacé de nous tuer si on n'obéissait pas. Ils ont pris nos papiers d'identité, les ont déchirés et nous ont dit « Maintenant, vous ne pourrez plus revenir au Kosovo ». Ils nous ont évacués tellement vite qu'on n'a rien pu prendre. Ni nos papiers, ni notre argent, ni notre or. On est parti comme ça. Leur identité a été recueillie de vive voix par les observateurs de l'OSCE. Des observateurs qui ont choisi de passer à l'action lorsque le HCR n'était pas présent pour enregistrer à leur place tous les réfugiés qui entraient dans les camps. Il est évident qu'ici au Kosovo, il y a eu un problème du UNHCR. Je ne jetterai certainement pas la pierre à des gens extrêmement capables, qui ont beaucoup de métiers, beaucoup de bonne volonté et qui, pour des raisons diverses et en particulier politiques, ont été un peu débordés à certains moments. Les raisons politiques sont liées à la souveraineté que les Macédoniens entendent garder sur leur sol. Jamais ils n'ont plié devant le HCR. La France, elle, a annoncé hier qu'elle acceptait d'accueillir des réfugiés et leur propose un visa de long séjour. S'ils n'ont plus de papier, le document rempli par l'OSCE suffira. Préserver les réfugiés, ça consiste d'abord à faire en sorte qu'ils puissent revenir dans le pays le plus vite possible. Supposer qu'il y a un règlement politique de la question du Kosovo dans les semaines qui viennent, il faut qu'ils puissent revenir chez eux. C'est ce qu'ils souhaitent. Maintenant, si certains d'entre eux souhaitent s'établir pour un certain temps ailleurs, ils doivent pouvoir le faire. La position de la France est ambiguë, car tout en conservant sa ligne politique du maintien des réfugiés dans la région, elle propose en même temps d'en accueillir sur son sol. Un accueil frileux, car concrètement ici, seules 300 à 400 places sont proposées et pour l'instant, rien n'a été organisé pour le départ. Nous évoquions il y a quelques instants le bombardement par les avions de l'OTAN d'un convoi de réfugiés. C'était une information de sources serbes. Des images viennent de nous parvenir. Elles ont été tournées par l'agence APTN sous contrôle serbe. Elles montrent les conséquences dramatiques de ces bombardements de l'aviation de l'OTAN sur un convoi de réfugiés. Il semblerait que ce soit un convoi avec des tracteurs, un peu comme les images que nous venons de voir. Le bilan fourni par les autorités serbes, encore une fois, serait de 75 morts et de dizaines de blessés. Ce bombardement aurait eu lieu dans l'ouest du Kosovo, non loin des lieux où se trouvaient nos envoyés spéciaux hier. Maris Bogo le racontait, et ces cohortes de réfugiés utilisent tous les moyens pour se déplacer. Ils auraient été les victimes du bombardement de l'OTAN dans le courant de cette journée. Et ces images ont été fournies, je le répète encore, par l'agence APTN sous contrôle serbe. 75 morts et sans doute des dizaines de blessés. À propos de l'engagement français aux côtés des autres pays membres de l'OTAN et profitant de la campagne électorale pour les élections européennes, le candidat Alain Krivine, non accompagné cette fois d'Arlette Laguiller, était aujourd'hui à Nanterre, marquant très vivement son opposition aux frappes en Serbie. Un reportage Alban Mikosi, Marcel Martin. Voilà 30 ans, Alain Krivine prêchait ici même la révolution et s'était trouvé un ennemi symbolique, l'impérialisme américain. Aujourd'hui, sur le Kosovo, le discours n'est finalement pas si éloigné quand il fustige radicalement l'intervention de l'OTAN. Cette guerre est absurde, elle est dramatique, elle est honteuse, elle est inefficace, Milosevic paradoxalement renforcé par l'OTAN. La salle réagit, conteste, Alain Krivine sourit, on est bien dans la tradition de l'extrême gauche. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que ça change. Alors Alain Krivine se justifie, explique que l'OTAN incarne en fait surtout la politique étrangère des États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui les Américains proposent, et moi pas d'ailleurs, d'aller bombarder Tel Aviv? Parce qu'on oublie qu'il y a 2 millions de Palestiniens qui depuis 40 ans vivent dans des camps, sont jamais rentrés chez eux et tout le monde s'en fout. Il ne dira rien en revanche sur les moyens de faire coexister en paix Serbes et Kosovars. À la différence du Parti communiste, l'extrême gauche n'est pas tenue à la solidarité gouvernementale.
Alors Alain Krivine et Arlette Laguillet se verraient bien rassembler les opposants au conflit si celui-ci perdurait. Pendant la campagne militaire au Kosovo, la campagne électorale continue. Le peuple du Kosovo obtienne son autodétermination. Voilà pour le dossier de l'actualité au Kosovo. Le juge d'instruction chargé du dossier des emplois présumés fictifs du RPR à la ville de Paris a reçu le résultat de l'enquête menée par des policiers sur ces différents emplois pendant la période 90-95. C'est un rapport de synthèse établi le 25 mars dernier par un commandant de police. La liste des salaires présumés fictifs est estimée à 40 millions de francs selon les révélations publiées par le Canard enchaîné. Explication Olivier Caroff. 40 millions de francs, charges comprises. C'est l'argent économisé par le RPR dans les années 90 grâce à un système présumé d'emploi fictif. Le calcul a été fait par la police judiciaire, employé après employé, à tous les niveaux de la hiérarchie du parti gaulliste. Des 10 000 francs mensuels versés à une secrétaire, au salaire du bras droit d'Alain Juppé, Patrick Stefanini, la paye d'une quarantaine de permanents du RPR était ainsi prise en charge par la ville de Paris ou par des entreprises privées. Le rapport, rendu public par le Canard enchaîné, dénonce un système délictueux opéré avec l'aval de ses instances dirigeantes. Alain Juppé, l'un des anciens présidents du parti, a été mis en examen dans cette affaire. Son prédécesseur au RPR, Jacques Chirac, a lui été déclaré intouchable par la justice. Mais un militant écologiste a décidé de revenir à la charge. Un homme qui a porté plainte dans cette affaire et qui demande l'audition de Jacques Chirac comme témoin. Si nous portons nos efforts, si je peux dire, sur l'actuel président de la République, c'est que de toute façon, il était directement impliqué là-dedans, clairement. C'est votre conviction? C'est ma conviction et le rapport de police, c'est ce qu'il dit dans le Canard aujourd'hui, d'ailleurs le stipule très nettement. Plus que ce rapport de police, c'est l'initiative de Pierre-Alain Brosseau qui pourrait, à nouveau, obliger la justice à se prononcer sur le cas de Jacques Chirac. Il faut ajouter que l'ancien directeur du personnel de la ville de Paris, M. Georges Kemar, a été condamné pour complicité de diffamation envers M. Jean Tibéry, le maire de Paris, pour lui avoir imputé la création d'emplois fictifs. Condamnation de M. Kemar par le tribunal correctionnel de Paris à 20 000 francs d'amende. Au tunnel de Fréjus, la nouvelle réglementation mise en place par le ministre des Transports, qui impose une vitesse limitée, une réduction du nombre de véhicules poids lourds chaque heure, provoquait aujourd'hui un gigantesque embouteillage. Cette nouvelle réglementation a été décidée après le drame de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc qui a fait au moins 41 morts. Reportage au tunnel de Fréjus, Virginie Fichet, Olivier Jacquelin. Au plus fort de la journée, quelques 400 semi-remorques s'alignaient patiemment sur 5 km devant le péage de Saint-Michel-de-Maurienne. Ça fait combien de temps que vous attendez? Ça fait 1 heure. 1 heure pour faire 22 km. Une demi-heure, 30 minutes. Ça va. J'ai même prévu mon petit sandwich si vraiment ça durait longtemps. Arrêt obligatoire et attente forcée. Car c'est ici, à 20 km du tunnel du Fréjus, que commence l'application des consignes gouvernementales. Bonjour. On est obligé de vous faire attendre 30 secondes. C'est pour réguler, pour le... Désormais, le tunnel du Fréjus ne doit pas absorber plus de 140 camions par heure. Le péage fait donc office de filtre et l'autoroute A43 a été transformée en véritable aire de stockage. Les deux axes pour arriver au tunnel, c'est d'une part l'autoroute et d'autre part la route nationale 6. Réguler sur l'autoroute, c'est relativement simple grâce aux barrières de péage, mais sur la nationale 6, on ne savait pas faire. Donc la décision qui a été prise, c'est de rabattre tout le trafic poids lourd sur l'autoroute. Seuls camions privés d'autoroute aujourd'hui est contraint, eux, d'emprunter la nationale, les transports de marchandises dangereuses. D'abord bloqués au pied de la rampe d'accès au tunnel, ils sont ensuite systématiquement escortés dans leur traversée. Au fur et à mesure, on va dire, de l'écoulement du trafic qu'on est capable de faire, c'est-à-dire environ 7 camions donc, sous escorte, on va dire toutes les 30 minutes, on fait monter donc des escortes à partir de l'autoport. Donc on a une noria qui est quasi systématique pendant toute la journée. Au lieu de 12 000 l'an dernier, plus de 50 000 poids lourds seront ainsi convoyés cette année. De chaque côté du tunnel, on se dit prêt à gérer ces nouvelles contraintes pendant plusieurs mois encore.
Et puis à ce sujet, je vous dois une mise au point concernant un reportage diffusé hier dans cette édition sur le rapport d'enquête après la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc. Nous évoquions un rapport qui aurait été remis au préfet, M. Breuil. Il convient de préciser que ce rapport était une demande de financement et que depuis la prise de fonction de M. Breuil en Haute-Savoie, la préfecture n'a reçu aucune mise en garde au sujet du tunnel du Mont-Blanc. C'est ce qu'affirme la préfecture. Une filiale du groupe sidérurgique français, la Solac, prévoit 840 suppressions d'emplois directs cette année. Solac emploie actuellement 18 000 personnes sur 13 sites. C'est à Dunkerque que les suppressions d'emplois seraient les plus importantes. D'ici 2003, les contribuables français qui remplissent des déclarations d'impôts pourraient voir supprimer cette formalité que d'aucuns apprécient comme une corvée. Ce sont les services du fisc eux-mêmes qui rempliraient alors les déclarations, à condition bien sûr que celles-ci soient simples. Explication Jean-Paul Chapelle. La déclaration de revenus sera bientôt très simplifiée. Le fisc va remplir lui-même la feuille du contribuable à partir des renseignements fournis par l'employeur, la sécurité sociale et même la banque pour tous les revenus de capitaux mobiliers. L'informatique permettait déjà de recouper et de contrôler toutes les données. Désormais, les ordinateurs du Trésor feront le travail jusqu'au bout. Il suffira alors de signer cette déclaration express avant de la renvoyer. Ce sera le cas pour 10 millions de contribuables, un foyer sur 3. Ils n'auront rien à modifier ou à rajouter. Les autres, ceux qui sont dans une situation fiscale plus complexe, rajouteront eux-mêmes les éléments particuliers. En cas d'erreur ou de contestation, on pourra rayer les chiffres préinscrits et les remplacer par sa propre déclaration. Autre innovation, pour faciliter la vie du contribuable, il aura à partir de 2001 un seul interlocuteur, un correspondant fiscal unique pour le renseigner ou l'aider dans ses démarches. Le ministère de l'économie veut ainsi montrer que son administration sait se moderniser pour rendre un meilleur service aux usagers, une façon aussi de consoler le contribuable à qui on ne promet aucune baisse d'impôt sur le revenu. La Fédération française des automobiles clubs procède chaque année à cette période à une évaluation du budget annuel moyen de l'automobiliste français. La dernière publication en date fait état d'une baisse du coût sous les 40 000 francs par an quand même. Alors ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise c'est que les détenteurs d'une automobile en France sont beaucoup plus taxés que leurs homologues européens. Commentaire Luc Bazizin et Alain Poirier. Voici la voiture de référence retenue pour le calcul du budget de l'automobiliste 98, soit la plus vendue du marché, la Clio 5 chevaux. Son propriétaire a dépensé en moyenne 38 704 francs sur l'année, soit 3 225 francs par mois, soit encore 106 francs par jour. En fait, l'achat de la voiture étalée sur 4 ans pèse évidemment le plus lourd dans le budget. Viennent ensuite les frais liés au stationnement du véhicule, suivis de près par le carburant et l'entretien. Mais il existe des différences d'une région à l'autre. Le budget de l'automobiliste de l'Île-de-France ou de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, dépasse d'environ 10 000 francs celui du Poitou, de la Bourgogne et de la Franche-Comté. L'explication est simple, le stationnement en milieu urbain coûte beaucoup plus cher qu'en milieu rural. D'autre part, la pression fiscale s'accroît de toute façon pour tous. L'achat est taxé à 23%, soit un peu plus que la TVA. En revanche, l'usage de la voiture, lui, est taxé à près de 100%. L'État encourage donc l'acquisition, mais décourage l'utilisation de la voiture. On sait bien que l'État ne peut pas se passer des taxes, mais il est quand même dommage que l'État ne rend pas à l'automobiliste les sommes que l'automobiliste lui donne. C'est-à-dire ? Près de 338 milliards cette année en taxes pour utiliser le véhicule. Comparé à ses deux proches voisins européens, l'anglais et l'allemand, le français, lui, reste le plus taxé alors qu'il possède la voiture la plus petite. Du sport, du cyclisme, avec la 63e édition de la Flèche Wallonne. On attendait Jalabert, mais le premier à l'arrivée à 8 en Belgique fut l'Italien Michele Bartoli de l'équipe Mapei, à qui tout réussit en ce moment, en tout cas sur le plan cycliste et sportif. Demain, clôture du festival Banlieue Bleue à Aubervilliers avec une grande soirée hommage à Archie Shepp. Au même titre que John Coltrane et Duke Ellington, Archie Shepp est une référence du jazz. Pourtant, peu d'amateurs savent que ce musicien a choisi de vivre en France, à Paris. Archie Shepp a été, disons, trahi par son ancienne maison de disques américaine et il continue à user pourtant de son saxophone pour écrire un peu de l'histoire du jazz. Reportage portrait de Michel Monpontet et Yann Jiquel. Tout simplement parce qu'il est l'un des inaccessibles héros de ma discothèque, jamais je n'aurais imaginé le croiser un jour sur un trottoir de Paris, partant faire ses courses comme n'importe quel Français anonyme. Et derrière ce sourire de vieux sage, qui devinerait un des plus grands artistes américains du siècle. Un artiste
qui se moque bien aujourd'hui de sa gloire. Une gloire faite pour les dictionnaires, quand une fois mort, on le reconnaîtra peut-être enfin pour ce qu'il est. Mais lui qui a tout connu et croisé tout le monde, réapprend désormais l'anonymat, dans sa nouvelle ville, Paris, dans son nouvel immeuble, où il est un inconnu. Comment il s'appelle le monsieur là qui vient de passer, votre locataire là? Le musicien? Tengo que carregar ici. Et la concierge espagnole a encore besoin de ses antisèches pour se rappeler du nom de cet illustre inconnu, le locataire du 6e. Mira, mira, monsieur Archie Shep, non? Si, signora, Shep, Archie Shep, chanteur, compositeur, saxophoniste, trahi par son ex-maison de disques, fatigué d'Amérique, il vit désormais dans ce somptueux 10 mètres carrés, quelque part à Paname. Pourquoi vous n'avez pas été en Norvège, en Angleterre, en Allemagne ou... Pourquoi la France? Parce que la France m'a choisi. Et elle est là aussi, cette mythique boîte de saxophone, comme un corbillard qui l'attend ou comme une promesse de fête selon l'humeur du jour. Je ne peux pas répéter comme avant. On vous laisse ici, les voisins, vous avez des problèmes, ça va? Oui, j'étais servi en contravention récemment. J'ai trouvé triste ça me... C'était là, j'étais au courant que peut-être Paris a vraiment changé. C'était pas la ville que j'ai connue. Et moi qui paierai pour être le voisin de Monsieur Shep, pour pouvoir lui dire au travers de la cloison, vas-y Archie, joue, joue encore. Avant de refermer ce journal, nous allons revenir sur l'actualité au Kosovo. Tout d'abord, concernant les bombardements de l'aviation de l'OTAN. Il semble que l'aviation de l'OTAN ait touché un convoi de réfugiés dans l'ouest du Kosovo. Il y aurait au moins 75 morts de sources serbes non confirmées à Bruxelles du côté de l'OTAN. Rappel avec François Cornet. Eh bien, à 20h35, toutefois, l'OTAN vient de confirmer qu'un bombardier qui attaquait une route au Kosovo a pu toucher ce convoi de réfugiés. Un bombardement qui a fait, d'après les sources serbes, 64 victimes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, ainsi qu'une vingtaine de blessés. Ces images ont été tournées par une agence britannique sous le contrôle des autorités serbes. Ces réfugiés étaient en majorité des Albanais qui regagnaient leur foyer au Kosovo après avoir fui des zones de combat. Bien sûr, Belgrade accuse ce soir l'OTAN de crimes contre l'humanité. Pourquoi cette méprise? L'OTAN poursuit ses investigations en dépouillant les enregistrements vidéo des appareils qui viennent de se poser. Cet après-midi, l'état-major avait annoncé que les bombardiers devaient attaquer des convois militaires. Et puis sur le plan de l'action diplomatique concernant ce conflit au Kosovo, il y avait une réunion du Conseil européen aujourd'hui à Bruxelles. Le Conseil européen avait demandé à M. Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, de venir à Bruxelles pour assister à cette réunion à laquelle participait M. Jacques Chirac. Et M. Chirac, après avoir travaillé avec ses collègues européens, a fait part d'une proposition, tandis qu'il y avait un plan de paix allemand, une proposition de créer une force intérimaire internationale européenne au Kosovo. Propos de M. Chirac. Nous avons proposé que l'Union européenne soit chargée par le Conseil de sécurité d'assumer cette administration provisoire. Et nous avons indiqué que l'Union européenne devait être disponible, disposée à assumer cette charge. Naturellement, nous n'en sommes pas encore là. Chacun le comprend. Mais le jour où l'accord politique interviendra, il faudra être prêt. Et puis en Algérie, c'est l'autre titre de l'actualité de cette journée. 6 candidats sur 7 à l'élection présidentielle, dont le scrutin doit avoir lieu demain, se retirent de la compétition en dénonçant des fraudes. Il reste donc comme seul candidat M. Bouteflika. Intervention du président algérien Lamine Zeroual dans quelques minutes à la télévision algérienne.
Dans un instant, la météo avec Isabelle Martinet. À 21h05, l'Institut avec Gérard Klein. Et puis ça se discute avec Jean-Luc Delarue. Et puis à 1h du matin, le dernier journal qui vous sera présenté par Florence Duprat, suivi du cercle de Philippe Lefebvre qui s'intéressera au Festival du livre et du vin de Saumur autour du thème de l'œuvre de Balzac. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra le député vert, Noël Mamère. À 13h, vous retrouverez Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.